Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. La dernière fois, on s'était réunis, on avait commencé une série sur le message de la santé, la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps. Et on avait commencé avec Sœur Tania Suprême, qui nous avait emmené la problématique de la santé publique au point de vue du WHO, World Health Organization, ou de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et comment prévenir, comment se préparer pour des urgences sanitaires. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le fond du sujet avec Dominique Noël, un ami de longue date depuis d'enfance. Et on a évolué ensemble à Montréal, et il est présentement directeur infirmier praticien à Algoma, au nord de l'Ontario, et il dirige la clinique. Et on lui a sollicité pour faire notre première présentation au point de vue des 8 lois sur l'air. La seule chose qu'on va vous dire, c'est que il va peut-être toucher un peu au soleil aussi, parce que comme l'air fait partie de l'extérieur, l'air et le soleil vont peut-être toucher. Fait que euh, je vous montre un peu qu'est-ce que la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps. Et je vais essayer de mettre dans le chat l'ancienne présentation. Attendez-moi. Pour ceux qui nous rejoignent. Et que si vous allez à Rayon d'espoir sur le web et que vous cherchez la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps, la première série, c'est la problématique de la santé publique. Attendez-moi dans le chat. Je vais... Okay. Donc, je pense que tout le monde le voit. Si oui, dites-moi oui. Sinon, OK. Merci. Et, on va juste vous montrer la série. Il va y avoir l'eau, le soleil. Le soleil, on va le refaire, mais plus approfondi. Mais au moins, Dominique va commencer l'air et le soleil un peu aujourd'hui. Mais il va plutôt se concentrer sur l'air. Et comme on s'est dit, c'est la deuxième épisode. Et bienvenue à Rayon d'espoir. Et nous voulons faire savoir à nos chers invités que cette émission est enregistrée. Et si vous voulez pas être affiché, vous pouvez fermer votre caméra et juste être là. Et on vous promet que on va pas mettre votre photo quelque part d'autre ou faire quoi que ce soit, mais on veut juste vous avertir que c'est enregistré et que cette émission sera sur notre chaîne YouTube. OK? Fait que bienvenue encore une fois. Et juste avant, on va commencer avec la prière. Frère Jeffrey. Inclinons-nous pour une courte invocation. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te disons merci infiniment pour les heures de cette journée, les premières de cette nouvelle semaine que nous venons de passer en bien. Nous voici maintenant réunis, Seigneur, bien quoiqu'à distance, pour une présentation que nous estimons très importante pour la santé en général et dans le contexte de la réforme sanitaire en particulier. Déjà, nous te soumettons, Seigneur Dieu, la suite du programme
et notamment, Seigneur Dieu, le présentateur, et permet au Dieu que tout puisse se dérouler en bien et que le message soit passé, que des gens qui nous suivent maintenant et ceux-là qui vont nous suivre plus tard sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, soient en mesure, Seigneur Dieu, d'en tirer profit également. Pardonne nos péchés, continue à nous conduire, à nous diriger, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que nous allons faire place à Dominique Noël et que je vais arrêter de partager mon écran, mais je vais faire place à Dominique. Dominique, est-ce que tu peux share? Oui, je partageais mon écran. J'ai pas encore la permission de partager mon écran. D'accord. J'ai la permission à présent. Parfait. OK, alors, bon après-midi à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Excellent. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi afin de discuter d'un sujet qui est extrêmement important. Puis je tiens à féliciter les organisateurs de mettre l'emphase sur l'importance des lois de la santé alors que nous vivons effectivement dans les dernières minutes symboliques de l'histoire de notre planète. Et je pense que débuter avec l'air frais, c'est essentiel parce que, vous savez, on vit dans un monde où tout est considéré comme étant un besoin. Hein? Des préférences qu'on peut avoir tout d'un coup si elles ne sont pas rencontrées, si elles ne sont pas assouvies, ces préférences-là, on va être frustré, on va même exprimer que je peux pas continuer de vivre comme ça. Vous comprenez? Alors que lorsqu'on parle d'air frais, c'est littéralement vrai. C'est pas une préférence, c'est effectivement un besoin essentiel. Vous savez, vous avez sûrement entendu parler que on peut continuer à survivre pendant plusieurs semaines sans nourriture. On peut continuer à vivre pendant quelques jours sans eau, mais on peut seulement vivre quelques minutes sans oxygène, sans air. Et ça nous montre à quel point l'oxygène est effectivement un élément qui est indispensable à notre survie. Okay? C'est pas un besoin, c'est pas une préférence, c'est effectivement un besoin vital. Et l'une des manières d'illustrer justement ce côté indispensable de l'air, c'est d'imaginer une flamme. Okay? La flamme, lorsqu'elle est exposée à l'air, continue de prendre la vigueur ou continue de maintenir son intensité. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on coupe ou on élimine l'approvisionnement en oxygène à la flamme? Qu'est-ce qui arrive? Elle s'éteint, tout simplement. Alors, je tenais à vous illustrer justement l'importance de l'air avec cette image parce que on peut considérer grossièrement, sans rentrer en profondeur dans la biologie moléculaire, que nos cellules sont en fait des chandelles. Okay? Pour garder ça simple, nos cellules sont des chandelles. Et lorsque l'apport en oxygène est compromis, les chandelles s'éteignent. D'accord? Alors, la manière que nous avons présentement, la manière que Dieu nous a conçus justement pour garder notre chandelle ou nos chandelles allumées, c'est via la respiration. Alors, lorsqu'on inspire, le sang qui provient du côté droit de notre cœur parvient aux poumons. Il y a un échange d'air qui se fait au niveau des veines pulmonaires et les capillaires pulmonaires dans nos poumons. Et cet air-là qui vient du côté droit du cœur, il est chargé de déchets métaboliques. Entre autres, il y a du CO2
qu'on va tout simplement éliminer via l'expiration, c'est-à-dire que l'expulsion de l'air vers l'extérieur. Et l'air que nous venons d'inspirer, lui, l'oxygène, il va se transférer des poumons vers le sang qu'il y a dans nos capillaires. Et ensuite, ce sang-là va, via les veines pulmonaires, va retourner dans le cœur, le côté gauche. Et ensuite, du côté gauche, cet oxygène-là, ce sang qui est oxygéné va ensuite être propulsé dans le reste du corps. Et c'est comme ça qu'on maintient la chandelle de nos cellules, les chandelles de nos cellules allumées. Okay? La flamme de la chandelle de nos cellules allumées. Lorsque cette circulation cardio-pulmonaire-là est compromise pour n'importe quelle raison, graduellement, les chandelles de nos cellules s'éteignent et la mort s'ensuit. Mais l'air, c'est quoi? L'air, c'est en fait une combinaison de gaz. Okay? Majoritairement, ce qu'on retrouve dans l'air, c'est de l'azote. Et l'azote est important parce que c'est l'azote qui permet à notre air de ne pas prendre feu. Okay? Parce que l'oxygène et l'hydrogène sont deux gaz qui sont extrêmement flammables. Alors, ça prend beaucoup d'azote pour garder une certaine stabilité. Et il y a ensuite un 1%, malheureusement, il y a un 1% d'autres gaz comme du radon, du CO2 également, qu'on retrouve dans l'air, mais la majorité de la combinaison gazeuse qu'on retrouve dans l'air, c'est de l'azote, encore une fois, pour maintenir la stabilité, et l'oxygène. C'est cet oxygène-là qui, bien sûr, va garder encore une fois nos chandelles allumées. Alors, il y a une différence entre l'air pur. OK, alors on peut parler d'air pur lorsqu'on a un air qui est essentiellement composé d'oxygène et d'azote. OK, l'air pur. OK, et l'air frais. Alors, il faut vraiment faire une distinction entre les deux. Je vais expliquer quelles sont les différences plus tard. Parce que lorsqu'on va à l'hôpital pour une raison quelconque, on a une saturation d'oxygène, c'est-à-dire qu'on mesure la saturation d'oxygène dans notre sang et on voit que c'est diminué. On va nous donner de l'oxygène pur via une canule nasale. D'accord? Mais est-ce qu'on peut considérer cet air-là comme frais? Moi, j'aimerais vous suggérer que la réponse ici est non. D'accord? Alors, importante distinction entre air frais, alors c'est le sujet d'aujourd'hui, et air pur, où on parle essentiellement d'oxygène comprimé, parce que c'est ça qui est la composante la plus importante pour notre maintien métabolique, et l'air frais, qui est caractérisé non pas par ce qu'il n'a pas lorsqu'on compare à l'air pollué, mais caractérisé par d'autres substances qui vont être aidantes pour notre santé en général. Mais l'air est aussi composé d'humidité. Je pense que vous le savez tous, en hiver, on a un air qui est beaucoup plus sec, un air qui vient assécher nos muqueuses, qui vient irriter, entre autres, les cavités nasales et la gorge, un air qui peut également assécher la peau, surtout chez nous, les personnes ayant une peau qui est plus riche en mélanine. Et l'air chaud, entre autres, va augmenter le risque de bactéries dans l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit à la maison, au travail. Ça peut causer chez plusieurs des congestions nasales, un sentiment d'inconfort. Mais si l'air est trop sec, comme j'ai dit tantôt, ça assèche nos muqueuses et ça augmente le risque, en fait, d'infection respiratoire. Bien sûr, la peau devient sèche parce que la barrière cutanée devient un peu endommagée. Et c'est exactement ce qui arrive également aux structures physiques qui sont exposées constamment à un air très sec, c'est que l'érosion se fait de manière beaucoup plus accélérée. Mais l'air est également composé, malheureusement aujourd'hui, par plusieurs aérosols. D'accord? On parle ici du pollen, de la poussière. Alors, ce sont des aérosols qui sont très fréquents dans l'air que nous respirons et plusieurs d'entre nous ayant pour différentes raisons un terrain atopique, c'est-à-dire que nous sommes des personnes qui sont plus enclins à développer des allergies. Ces substances-là peuvent causer justement des symptômes
typiques de rhinite allergique. Et on a également les fines particules qui proviennent des voitures, entre autres, des différentes industries ou usines, qui, elles, produisent la suie, la fumée et des gaz à effet de serre comme le méthane, l'oxyde nitreux et le CO2. Alors, à la base, encore une fois, on a notre air qui est composé surtout d'azote, d'oxygène, et ça, c'est l'élément le plus important pour nous, l'oxygène, et de faibles quantités d'autres gaz, mais finalement, il y a également une combinaison d'aérosols et de particules, et ici, on parle d'éléments qui potentiellement vont affecter la santé de beaucoup d'individus. Alors, air frais, si on fait une recherche sur Internet, vous allez trouver que l'air frais est défini comme l'air qui se trouve à l'extérieur. Mais en regardant l'image qui se trouve à droite, vous allez pouvoir être d'accord avec moi que simplement dire que c'est l'air qui se trouve à l'extérieur, ça peut être problématique parce que lorsqu'on regarde le côté gauche de la photo et qu'on voit le smog qui semble extrêmement présent, respirer cet air-là à l'extérieur pourrait être potentiellement dangereux pour les personnes qui sont plus vulnérables. Alors que l'air qui se trouve à droite, où on voit que le smog s'est dissipé, on peut croire qu'il est plus sain. Est-ce qu'il est optimal? Probablement que non, mais il est beaucoup plus sain. Alors, il faut pousser la définition un peu plus loin. Okay? C'est l'air qui se trouve à l'extérieur, mais dans un contexte naturel. D'accord? Pourquoi dans le contexte naturel? Parce que dans un contexte naturel, il y a différents facteurs qui viennent bonifier la qualité de l'air que nous allons respirer. Sur la photo de droite, où on voit encore une fois une femme qui semble être en train de marcher dans un contexte de ville prise avec le smog. Les particules auxquelles j'ai fait référence un peu plus tôt, comme l'oxyde nitreux, le CO2, la suie, la fumée, etc., sont très riches lorsque le smog est très élevé. Je sais que plusieurs fois par été, à Montréal, mais à Montréal surtout, je sais pas pour Ottawa, mais à Montréal, on a des avertissements de smog. Et durant ces journées-là, on invite ceux qui ont des conditions respiratoires de faire attention par rapport à leur activité à l'extérieur, justement pour éviter d'être exposés à ces particules-là. Alors, c'est important de se rappeler que oui, l'air frais se trouve à l'extérieur, mais il faut prendre en considération notre contexte. Lorsqu'on va à l'extérieur, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois surtout des édifices? Est-ce que je vois une autoroute qui passe dans ma cour? Okay? Alors, parce que tous ces facteurs-là vont déterminer si effectivement l'air que je respire est un air frais. Alors maintenant, pour revenir à la définition, l'air frais, c'est l'air qui se trouve à l'extérieur dans un contexte naturel. Extrêmement, extrêmement important de se rappeler. Peut-être une dernière chose que je vais dire par rapport à la définition, c'est que il a été déterminé que les personnes qui font une activité aérobique intense, comme par exemple le jogging, proche d'une autoroute, ce qui survient dans leur corps, surtout au niveau des capillaires pulmonaires, c'est en fait une vasoconstriction. Alors, il y a moins de sang qui, premièrement, devient oxygéné parce que le poumon détecte que l'air que je respire n'est pas de qualité. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a comme une espèce de fermeture. Alors, cette fermeture-là va causer, entre autres, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation du risque cardiaque. Fait qu'entre autres, la personne qui fait de l'exercice dans un environnement, même si c'est à l'extérieur, qui est riche en polluants aériens, court un risque qui est réel et qui est bien sûr plus élevé chez les personnes qui ont une santé qui est beaucoup plus précaire. Encore une fois, très important, l'air frais, c'est un air qui se trouve à l'extérieur dans un contexte naturel. Dans un contexte de smog, même lorsque je sors de chez moi, potentiellement, je peux m'exposer à un air qui est dangereux pour moi. Alors, l'air frais, c'est quoi? Alors, c'est l'air qu'on respire lorsqu'on est entouré de différentes façons par des éléments où il y a une interface entre l'eau et l'atmosphère. Encore une fois, je répète, c'est un air que je respire
et qui est caractérisé par une interface à différents niveaux entre l'eau et l'atmosphère. Si on commence par la gauche où on voit la transpiration des feuilles, alors ici, l'interface eau-atmosphère, c'est bien sûr l'eau sous forme de vapeur qui s'élève des feuilles pour retourner vers les ondes du ciel. Alors, à ce moment-là, l'espèce d'espace qui se trouve entre la feuille et justement cette montée d'eau, cette évaporation de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'interface eau-atmosphère. Au milieu, l'image qu'on voit, c'est l'image d'une plage où on voit bien sûr un cours d'eau. Et bien sûr, ici, l'interface eau-atmosphère est évidente. Une autre interface qui est intéressante, c'est l'interface eau-atmosphère qu'on peut avoir lorsqu'il y a de la pluie ou de la pluie assez sévère avec des éclairs, du tonnerre, etc. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de sortir à l'extérieur après une pluie assez intense et ensuite la pluie a diminué d'intensité. Il y a seulement un peu une averse assez légère. L'air qu'on respire à ce moment-là, ça vous est déjà arrivé, c'est une air qui est extrêmement bienfaisante. Il y a un sentiment de bien-être lorsqu'on respire cet air-là juste après une pluie assez sévère. C'est exactement la même sensation de bien-être qui peut nous submerger lorsqu'on se couche sur la plage devant un beau cours d'eau. Moi, je pense que c'est une des raisons, peut-être probablement inconsciente, qui fait en sorte que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en vacances, apprécient le fait de rester sur la plage. Effectivement, c'est sûr qu'il y a le soleil, mais également ce sentiment, cette sensation bienfaisante, justement, qui provient d'un air qui est frais et un air qui fait du bien à toute la physiologie humaine. Alors, quels sont les bénéfices de l'air chargé en ions négatifs? Alors, je vais juste retourner en arrière. Lorsque on respire un air qui est caractérisé par plusieurs éléments où il y a interface eau-atmosphère, l'air est saturé en ions négatifs. Alors, c'est de quels ions on parle ici? Ce sont les ions d'oxygène. OK? Alors, lorsque l'air est saturé en oxygène négatif ou en ion négatif, la littérature scientifique nous montre qu'il y a des bénéfices sur la physiologie humaine. Alors, les ions négatifs, plusieurs choses que ça fait. Premièrement, ça purifie l'air. Durant la crise sanitaire que nous avons eue durant les 2 à 3 dernières années, nous avons utilisé différentes choses pour essayer de nous protéger contre le virus qui était la préoccupation de la majorité des gens, la COVID-19. Et parmi les stratégies qui étaient mises de l'avant, et selon moi, la stratégie dont je vais vous parler maintenant, elle n'a pas été suffisamment abordée, c'était l'utilisation d'appareils de purificateurs d'air, mais avec un agent ionisant. Par exemple, si vous allez chez les dentistes, et les dentistes en général utilisent ces appareils-là, ce sont des appareils qui vont ioniser l'air ambiant afin d'éliminer les micro-organismes qui pourraient s'y trouver. Lorsque l'air, encore une fois, est saturé en ions négatifs, on ralentit également en général ce qu'on remarque, et les études là-dessus étaient surtout chez les espèces murines, c'est-à-dire le rat et la souris. On voit qu'il y a un ralentissement des tumeurs, mais on remarque maintenant chez l'humain que lorsqu'il y a une exposition régulière à de l'air chargé en ions négatifs, on améliore les fonctions exécutives. Et ici, on parle bien sûr de l'analyse de certaines situations, la compréhension de nouvelles informations. D'accord? Alors, on voit ici déjà que il y a des bénéfices clairs à s'exposer à de l'air frais. Et encore une fois, je retourne ici pour revenir à la définition. Qu'est-ce qui caractérise un air frais? C'est un air qu'on respire à l'interface eau-atmosphère. D'accord? Et c'est un air qui est saturé en ions négatifs. Ici, on parle d'oxygène
qui est ionisé de manière négative. Alors, maintenant, est-ce que l'air frais peut avoir un effet sur l'humeur? Alors, des études ont été faites là-dessus et ce qu'on voit, c'est que l'ampleur de l'effet de la sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs qu'on retrouve dans notre cerveau et lui spécifiquement, il est associé à une amélioration de l'humeur, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de bien-être qui vient avec la sérotonine. D'accord? Alors, ce qu'on voit, c'est que lorsque nous, humains, nous sommes exposés à de l'air frais, l'effet de la sérotonine est bonifié. OK? Alors, vous savez, en pharmacothérapie, c'est-à-dire lorsqu'on utilise des médicaments pour aider ceux qui souffrent de problèmes en santé mentale, il nous arrive parfois d'ajouter des médicaments qui vont bonifier ou agir de manière synergique avec le premier médicament utilisé. Ouais. On appelle ça un effet adjuvant. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que l'air frais est un adjuvant naturel pour améliorer notre humeur. La sérotonine produit, encore une fois, un sentiment de bien-être qui apaise le stress. Maintenant, est-ce que l'air frais peut avoir, ou l'air en général peut avoir un effet sur la santé cardiovasculaire? Alors, durant le début des années 2000, les professionnels en santé publique aux États-Unis avaient tiré la sonnette d'alarme tout simplement parce que il y avait une hausse marquée des décès causés par les ACV et les crises cardiaques. Alors, lorsque ils se sont mis ensemble pour essayer de déterminer quelles étaient les causes, ce qu'ils ont pu identifier, c'est que le risque de décès augmentait pour 30% pour chaque 10 microgrammes de pollution aérienne. OK? Alors, ici, on ne parle pas de relation de cause à effet, mais la corrélation, c'est-à-dire que l'association était extrêmement forte. OK? Et ce qu'on voit lorsque il y a cette augmentation de polluants ou de particules dans l'air, c'est une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque, comme je l'avais mentionné pour les sportifs qui s'entraînent malheureusement dans un contexte où il y a du smog, par exemple. Mais lorsqu'on améliore la qualité de l'air, ici, c'est ici qu'on voit les 2 points qui sont au bas de la page, il y a une diminution de la pression artérielle et un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et encore une fois, ici, ce dont il faut se rappeler, c'est que lorsque le corps est exposé à des polluants aériens, notre corps est intelligent et pour ça, il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire, David l'a bien dit, je suis une créature merveilleuse. Notre corps est intelligent. Il y a ce qu'on appelle en anglais, c'est des chemoreceptors, des récepteurs chimiques qui détectent la présence de polluants. Et ce que ça fait automatiquement, c'est que le diamètre de nos voies aériennes ainsi que des vaisseaux sanguins, okay, qui entourent nos voies aériennes, change et diminue. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente la pression dans notre système vasculaire, d'accord? Et ça, ce que ça fait, c'est que le cœur, maintenant, doit battre beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour contrer cette résistance qui est causée, encore une fois, par, ultimement, la mauvaise qualité de l'air. Alors, la mauvaise qualité de l'air a un effet profond sur notre physiologie. Alors, lorsqu'on améliore la qualité de notre air, on va avoir une diminution de la pression artérielle, comme je l'ai dit déjà, un ralentissement du rythme cardiaque, une diminution du risque d'ACV et une diminution du risque de crise cardiaque. Maintenant, l'air et la santé respiratoire. Il faut se rappeler que la mauvaise qualité de l'air est la 9e cause de mortalité cardio-pulmonaire. Alors ça fait en sorte que c'est un sujet qu'il faut prendre extrêmement au sérieux, surtout lorsqu'on vit dans une grande ville. Ça augmente le risque de maladie pulmonaire, augmente le risque d'asthme et ça augmente le risque également de cancer pulmonaire. Alors, encore une fois, pour moi, ce sont des informations qu'il faut prendre de manière très solennelle parce que ça implique que lorsque j'améliore la qualité de l'air, ces risques-là diminuent significativement. Okay? Alors, il y a une certaine responsabilité qui nous revient lorsqu'on prend conscience de ces informations-là, que je peux avoir un certain contrôle maintenant
sur ce qui arrive au niveau de ma santé et sa relation avec l'air que je respire. Alors, lorsqu'on améliore la qualité de l'air, on améliore les échanges gazeux dans nos poumons, on favorise un mode de respiration plus efficace. On appelle ce mode de respiration la respiration diaphragmatique. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, même en hiver, de sortir à l'extérieur et sans réfléchir, vous prenez une grande respiration. C'est quasiment inconscient. On prend des grandes respirations où vous décidez d'aller rencontrer un ami à la campagne et vous descendez de votre voiture et sans respirer, la première réaction que vous avez en sortant, c'est une grande respiration. C'est peut-être inconscient ou physiologique, j'ai pas la réponse à ce réflexe que nous avons, mais c'est quelque chose qui est également documenté dans la littérature. Il semble que notre corps est en mesure de détecter la qualité de l'air que nous respirons. Il y a une meilleure élimination des toxines et des micro-organismes pathogènes lorsqu'on respire un air frais, c'est-à-dire que l'air frais va venir améliorer l'efficacité de nos défenses au niveau des voies aériennes lorsque l'air que nous respirons est sain ou est frais. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce que juste en améliorant encore une fois la qualité de l'air, mes défenses inhérentes à ma physiologie vont être meilleures pour combattre les toxines et les micro-organismes. Il y a finalement également une amélioration de la fonction pulmonaire chez les enfants et surtout ici, on parle de capacité vitale forcée. Alors ça, c'est un indicateur de la fonction respiratoire en général qu'on va essayer de mesurer chez les personnes qui ont des troubles respiratoires. Et ce qu'on voit, c'est chez les enfants surtout, lorsque la qualité de l'air frais, de l'air, excusez-moi, s'améliore, il y a une amélioration de la capacité vitale forcée. La capacité vitale forcée, c'est le volume d'air qu'on peut expulser de nos poumons de manière complète. Okay? Alors, on va demander à la personne d'expirer dans une machine jusqu'à ce qu'elle soit plus capable d'expirer. Et ça, c'est notre capacité vitale forcée. C'est un élément important, encore une fois, de notre fonction respiratoire. Il y a maintenant beaucoup d'études qui sont faites sur ce qu'on appelle le bain de forêt ou forest bathing en anglais. C'est un concept qui vient des cultures asiatiques, surtout chez les Japonais. Ils appellent ça le Shirin-Ryoku. Et ce qui est intéressant, c'est que les études démontrent que les personnes qui régulièrement passent du temps à l'extérieur, mais spécifiquement dans des endroits où il y a beaucoup de végétation. Alors, je répète, des endroits où il y a beaucoup de végétation. Okay? On remarque chez cet individu qu'il y a une réduction des symptômes d'asthme. Il y a une réduction en général de l'inflammation dans notre corps, réduction des symptômes d'allergie. Il y a également une amélioration de la fonction respiratoire, une amélioration de l'immunité. Mais j'aimerais seulement dire une chose par rapport à l'asthme et des allergies, que on ne parle pas ici de personnes qui ne sont pas traitées pour leurs allergies et leur asthme. On parle de personnes ici qui sont traitées parce que souvent les personnes qui sont asthmatiques ou allergiques, si elles ne sont pas traitées de manière optimale, elles ne pourront pas tolérer être en présence de végétation parce que ça va provoquer une détérioration de leur fonction respiratoire. On parle ici de personnes, encore une fois, qui sont traitées de manière optimale. Et si la fréquence d'exposition à la végétation est maintenue de manière stable, ce qu'on voit en général, c'est qu'on peut diminuer les doses d'inhalothérapie, c'est-à-dire que ce soit les bronchodilatateurs ou les stéroïdes inhalés, on voit une diminution des doses qui sont nécessaires. Mais encore une fois, malheureusement, on n'a pas suffisamment d'études randomisées pour venir faire une recommandation formelle là-dessus, mais sur les études prospectives qu'on voit, ou surtout, observationnelles qui sont à notre disposition, on voit qu'il semble y avoir une association qu'il va falloir explorer davantage plus tard. Mais comme vous pouvez vous en douter, les forêts en général, ils n'ont pas d'argent promotionnel. Right? Il n'y a pas vraiment d'argent à faire dans des investigations extrêmement dispendieuses pour voir quel est l'effet
de la végétation sur notre santé en général. Et si on ne parle pas de la végétation qu'on ingère, mais bien sûr, la végétation qui produit des substances comme les phytoncides qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé. Si c'était possible de faire de l'argent avec ce type d'intervention, probablement qu'on aurait déjà des études randomisées, mais parce que ce ne sont pas des études qui rapportent, malheureusement, on va devoir attendre encore un peu de temps avant d'avoir des études qui pourraient confirmer ce lien entre le temps passé dans un milieu riche en végétation et les effets sur notre santé. Encore une fois, ici, on voit sur cette photo qu'il y a beaucoup de feuilles. Et on peut se rappeler ici que les feuilles sont des interfaces aux atmosphères. Okay? Alors, c'est de l'air frais que cette personne est en train de respirer. Et en plus de l'air frais, il y a ces substances-là, les phytoncides, d'accord, qui sont des éléments qui font partie du système immunitaire des arbres. Vous voyez, les phytoncides permettent aux arbres de combattre les virus, les bactéries, les fonges, qui peuvent mettre en péril leur propre intégrité. Vous voyez? Mais les phytoncides sont présents dans l'air qui entoure ces arbres et c'est ça que nous respirons lorsque nous allons en forêt. Ce qui est intéressant également, et encore une fois, on parle ici d'études préliminaires, c'est observationnel, on n'a pas encore d'études randomisées, c'est que il semble que les phytoncides viennent fortifier notre système immunitaire. Okay? Alors, ce qu'on voit lorsqu'on fait des prises de sang sur des personnes qui prennent des bains de forêt régulièrement, c'est une augmentation de la concentration sanguine en natural killers. Les natural killers, ce sont quasiment, on peut appeler ça des soldats d'élite de notre système immunitaire qui viennent en première ligne, okay, pour détruire et attaquer les virus et les cancers qui peuvent se développer dans notre corps. Maintenant, qu'en est-il de l'air intérieur? Parce que nous sommes de vrais Nord-Américains, nous passons extrêmement, en fait, la majeure partie de notre temps à l'intérieur. Si nous étions en Haïti, probablement que les choses seraient beaucoup différentes. On parlerait plutôt d'un problème peut-être de polluants dans la capitale. Mais on est en Amérique du Nord. Qu'en est-il de l'air à l'intérieur? Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'interface air-eau, eau-atmosphère, excusez-moi, où à cette interface-là, il y avait une présence très riche d'air ionisé. À l'intérieur, maintenant, ce qu'on voit, c'est le contraire, c'est qu'il y a une ionisation positive de l'air. OK? Alors, il y a beaucoup d'air qui est ionisé de manière positive. Les ions d'oxygène sont positifs lorsqu'on passe à l'intérieur de la maison, si on n'a pas un système de ventilation optimal, bien sûr. On a les fumées qui proviennent des produits ménagers, d'accord? Que ce soit les produits nettoyants, que ce soit la peinture, que ce soit, peu importe l'argent qu'on utilise pour faire des travaux dans la maison. On parle ici également des émissions qui proviennent du chauffage, de la climatisation. Et on a également les polluants qui viennent de l'intérieur. Ici, on a un nombre quand même significatif de facteurs qui viennent affecter négativement la qualité de l'air que nous respirons. Okay? Alors ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire dans notre milieu où on vit quotidiennement pour améliorer la qualité de l'air. Alors, première chose, savoir des plantes à l'intérieur. Okay? Alors, on sait que les plantes sont des éléments où il y a une interface eau-atmosphère. Alors, si on veut améliorer l'air à l'intérieur, important de considérer d'avoir des plantes en potée, pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Ce qui est intéressant également avec les plantes, et là, je vous ramener à la physiologie végétale que vous avez faite au secondaire, c'est que les plantes utilisent le dioxyde de carbone, c'est ça que nous expirons, dans leur physiologie pour grandir, également pour produire leurs fruits. D'accord? Alors, notre déchet métabolique
est en fait une espèce d'essence pour les plantes. Okay? Alors, l'un des moyens de diminuer la quantité de dioxyde de carbone dans votre environnement, c'est d'avoir des plantes. Parce qu'ils vont fixer le carbone et vont l'utiliser pour leur propre physiologie. D'accord? Important, par exemple, c'est de se rappeler que le phénomène est inverse durant la nuit. D'accord? Parce que ce phénomène de fixation du carbone dépend, bien sûr, de la photosynthèse. Okay? Alors, c'est lorsque le soleil est présent. Lorsque le soleil n'est pas présent, cela ne s'applique pas. Le deuxième astuce, c'est ouvrir les fenêtres pour permettre la circulation d'air ou avoir un système de ventilation qui est optimal. Alors ça, c'est extrêmement important. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, personnellement, je n'avais pas prêté attention aux filtres de ventilation avant la COVID. Et en tant que directeur de ma clinique, en termes de santé et sécurité au travail, c'est un sujet ou un facteur que j'ai dû considérer lorsque je planifiais les différentes mesures qu'on allait prendre pour limiter la propagation de la COVID-19 dans l'espace de travail. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé la fréquence de changement d'air dans chaque salle. On s'est également assuré d'avoir un système d'ionisation pour purifier l'air dans chaque salle d'examen où il y a interaction avec les patients. Alors, je ne fais pas la recommandation ici d'avoir des systèmes ionisants dans votre demeure, mais je pense que c'est important d'aller vérifier régulièrement les filtres de climatiseur, les filtres d'aération de votre système d'aération ou de ventilation à la maison pour s'assurer que ils sont pas enfustés ou remplis de différentes impuretés. Et ça va être un élément important pour améliorer l'air dans votre maison. Ensuite, fermez hermétiquement les contenants de produits ménagers. Alors, ça également, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on peut faire de manière un peu nonchalante. On utilise un pot de peinture, on le ferme à moitié ou aux trois quarts. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des espèces d'émanations qui proviennent de ces pots-là et qui viennent affecter assez sérieusement la qualité de notre air. Je voulais également parler brièvement de la respiration. Okay? La respiration est le procédé par lequel nous interagissons avec l'air. D'accord? Mais ce qui arrive pour différentes raisons, lorsque nous ne sommes pas dans un milieu naturel ou, comme je l'ai dit un peu plus tôt tout à l'heure, on a cette espèce de réflexe automatiquement. On est en nature, on prend une grande respiration. En ville, généralement, notre respiration est assez superficielle. Vous comprenez? On respire à partir du thorax. Okay? Ce qui n'est pas le mécanisme ou la manière de respirer qui est la plus optimale. La respiration qui est la plus optimale, c'est une respiration qu'on appelle diaphragmatique. D'accord? C'est une respiration où on vient gonfler l'abdomen. Et là, ici, l'abdomen gonfle parce que le diaphragme, qui est le muscle qui se trouve au niveau, juste en dessous des côtes, mais qui part du côté gauche jusqu'au côté droit. Alors, lorsqu'on prend une grande respiration et qu'on gonfle l'abdomen, ce qui arrive, c'est que l'air rentre parce qu'il y a une pression négative. Alors, l'air rentre dans nos poumons. Et ensuite, lorsqu'on expire, on essaie de vider notre abdomen. Ça, c'est une respiration qu'on appelle diaphragmatique. Ce qui est intéressant avec la respiration diaphragmatique, c'est que c'est une respiration qui vient activer le système parasympathique de notre système nerveux. Alors, le système parasympathique, c'est un système qui dit à notre cerveau qu'on peut relaxer. Tu peux te détendre. Tu peux rentrer dans un mode de réparation. Okay? Tu peux rentrer dans un mode de récupération. Alors, encore une fois, la respiration diaphragmatique, c'est un signal pour notre cerveau. Un signal même, je dirais même pour notre physiologie. Parce que lorsqu'on prend des respirations diaphragmatiques, le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle diminue. D'accord? Alors, encore une fois, c'est un signal métabolique, un signal pour tout notre corps qu'on peut rentrer dans un mode de récupération, un mode même de repos, un mode de diminution du stress. Okay? Mais malheureusement, pour différentes raisons, surtout en ville, on ne respire pas de manière diaphragmatique assez souvent.
D'accord? Et pourtant, ça a des bénéfices extrêmement importants, comme par exemple la diminution du stress. J'ai parlé tout à l'heure que la respiration diaphragmatique vient activer certaines messagers chimiques pour nous dire que c'est le temps de relaxer. Il y a une respiration diaphragmatique bien spécifique. C'est comme une espèce de surspécialisation de la respiration diaphragmatique où on prend une double respiration. Alors, on prend une grande respiration et ensuite, on respire encore pour complètement gonfler les alvéoles, c'est-à-dire la partie la plus terminale de nos poumons. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter la pression partielle de l'oxygène à la fin des alvéoles et ça vient pousser l'oxygène dans le sang. Et lorsqu'on a du sang très, très bien oxygéné qui circule, toute notre physiologie vient s'améliorer. Okay, alors ça, c'est et ce qui est intéressant avec cette double respiration-là, essayez de prêter attention à ça à l'avenir. On va dire que vous êtes assis en bon adventiste, vous êtes assis en train d'étudier la prophétie de Daniel 2 et vous êtes vraiment concentré sur la tâche. Inconsciemment, à peu près aux 60 à 90 minutes, vous allez avoir une espèce de réaction d'étirement, mais également de respiration profonde. Okay. Et ça a été étudié chez les étudiants, des étudiants à l'université, et c'est quelque chose qui est quasiment programmé en nous. Vous allez peut-être reconnaître également ce phénomène-là chez les enfants qui dorment. Okay. Ils peuvent être en train de dormir calmement et soudainement, vous allez voir qu'ils font une grande respiration qui est quasiment exagérée. Encore une fois, c'est le même phénomène qui se produit. C'est une respiration qui est extrêmement bienfaisante pour notre physiologie. Alors, encore une fois, la respiration profonde ici améliore les fonctions cognitives. Ça aide à prévenir les infections respiratoires. Pourquoi? Parce que les alvéoles sont complètement gonflées. Il y a une condition en pneumologie qui s'appelle l'actélectasie, c'est-à-dire un affaissement des voies respiratoires distales. Et ce qui arrive lorsque l'actélectasie arrive, c'est que on a un contexte qui est beaucoup plus propice aux infections respiratoires. Alors, plus nos alvéoles ont l'habitude d'être gonflées, moins il y a de risque d'avoir d'infections respiratoires, mais on permet également une bonne vidange ou un bon nettoyage de voies respiratoires avec la respiration profonde. C'est une aide efficace également pour l'endormissement. Pour ceux qui ont de la difficulté à dormir, la respiration profonde peut les aider. Encore une fois, pourquoi? Parce que la respiration profonde est un signal de repos, de récupération. Et finalement, la respiration profonde peut améliorer l'humeur. Alors, je vous ai parlé encore une fois de la double respiration. Je vous ai expliqué comment ça peut avoir un effet bénéfique. Et l'effet bénéfique, entre autres, c'est que ça peut diminuer assez rapidement l'anxiété. Okay, cette double respiration. Alors, pour les personnes qui, souvent, sont dans un contexte extrêmement stressant, moi, je vous encourage à prendre au moins 3 grandes doubles respirations. Ça va vous aider justement à gérer l'anxiété qui est associée à des situations qui sont très stressantes. Est-ce que ça va l'éliminer immédiatement? Probablement pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que plus vous pratiquez cette technique, plus elle va être efficace. Une autre technique qui est intéressante, c'est la respiration diaphragmatique. Et ce qui est intéressant avec la respiration diaphragmatique, c'est que parfois, dans les communautés chrétiennes, il y a une espèce d'hésitation à pratiquer la respiration, on appelle de boîte, parce que il y a comme une espèce d'association avec les religions orientales. Okay? Alors, j'aimerais vous rassurer ici, on ne parle pas de religion orientale ici, on parle simplement de l'utilisation d'une technique de respiration qui va optimiser plusieurs fonctions de notre corps. Okay? Et ce qui est bien avec la respiration en boîte, c'est que l'effet positif sur notre physiologie, que ce soit simplement notre système respiratoire, la pression artérielle ou même notre humeur, dure pendant 60 à 90 minutes. Alors, il y a plusieurs experts qui recommandent cette espèce de pratique-là à chaque heure. Faire 1 minute de respiration diaphragmatique pour bénéficier après l'heure et demie qui va suivre des effets bénéfiques justement de cette respiration en boîte. Alors, la respiration en boîte, tout simplement, c'est une inspiration diaphragmatique, encore une fois. On vient gonfler le ventre pendant 4 secondes. Ensuite, on tient la respiration
pendant 4 secondes. Et ensuite, on expire pendant 4 secondes. On tient la respiration pendant 4 secondes et ensuite, on répète. Alors, le but ici, c'est de réduire le nombre de respirations complètes. Alors, respiration complète, on parle ici du duo inspiration-expiration. Réduire le nombre de duos à 3 à 6 par minute. Okay? Et encore une fois, il faut le mentionner, ce n'est pas une respiration qui est thoracique, c'est une respiration qui est diaphragmatique. Il faut vraiment sentir l'abdomen se gonfler et ensuite se vider avec l'expiration. Alors, Irly, tout à l'heure, et ici, je vais arrêter de partager parce que je suis arrivé. Oh, j'oublie ma dernière slide pour l'air. Un point important ici à se rappeler, c'est qu'il faut garder l'importance de la qualité de l'air que nous respirons parce que la qualité de l'air va avoir un impact positif si c'est de l'air frais ou négatif si c'est un air qui est vicié. On doit prendre le temps de respirer profondément et finalement, prenons le temps de respirer un air frais à l'extérieur le plus fréquemment possible. Et ce, même en hiver. On fait juste s'habiller pour y aller, mais profiter également de cet air frais à l'extérieur durant toutes les saisons. Alors, je vais juste arrêter de partager ici pour parler brièvement du soleil. Alors, le soleil. Ce qui est intéressant avec le soleil, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui viennent confirmer l'impact du soleil sur notre physiologie en général. Vous savez, on parle du soleil comme étant responsable de la vitamine D, entre autres, qui est synthétisée dans notre corps lorsque les rayons ultraviolets viennent stimuler les mélanocytes de notre peau. Mais ce qui est intéressant avec le soleil, c'est qu'il agit à différents niveaux. Okay, ça, c'est la première chose à se rappeler. Le soleil agit à différents niveaux. Maintenant, j'aimerais que vous vous rappeliez ce qui va arriver bientôt, vers la fin du printemps. Vous allez sortir de l'église après un bon sermon et puis il y a le beau soleil qui brille à l'extérieur et puis on se dit, ah, ça fait du bien, le printemps est arrivé. Hein? Les rayons du soleil, ouais, les rayons du soleil nous donnent de l'espoir. Hein? Rayons d'espoir, voilà. OK? Mais il y a des raisons physiologiques à ça. D'accord? La première chose, on va commencer par la partie qui est beaucoup plus maintenant reliée au fonctionnement du cerveau. OK? On a une structure derrière la boîte crânienne là, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Alors, c'est en fait l'endroit où les nerfs optiques se croisent. OK? Et cette structure-là, elle est stimulée par les rayons du soleil. OK? Et lorsque cette stimulation-là survient, OK, il y a une augmentation de la synthèse de la sérotonine. OK? Est-ce qu'on se rappelle, c'est quoi la sérotonine? Alors, la sérotonine, c'est le messager chimique qui vient nous donner cet état de bien-être. D'accord? Alors, pour tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on se sent si bien sur la plage et qu'il y a un beau soleil, c'est entre autres pour ça. C'est parce que le noyau suprachiasmatique est stimulé. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette stimulation-là est faite, oui, il y a la sérotonine qui est stimulée, mais il y a également, de manière cyclique, une certaine stimulation de la dopamine puis la norépinéphrine. La dopamine et la norépinéphrine sont impliquées dans d'autres phénomènes physiologiques. Alors, pour la dopamine, c'est au niveau du plaisir. Et pour la norépinéphrine, c'est au niveau de la concentration. Mais la dopamine est également présente au niveau ou impliquée pour la concentration. Là, je dois juste brancher mon laptop. Alors, encore une fois, il faut se rappeler là, OK? Stimulation du noyau suprachiasmatique via les rayons du soleil, voilà la lumière du jour à l'extérieur, va avoir un effet, oui, sur mon humeur, mais également quoi, sur ma concentration, okay, sur ma capacité à comprendre, c'est-à-dire la cognition, okay, mais également sur ma capacité également à apprécier les plaisirs de la vie. D'accord? Alors, très, très, très important ici. OK? Mais si on revient maintenant
à la sérotonine, c'est que la sérotonine, lorsque la lumière du jour vient diminuer en intensité, graduellement, il y a une conversion en mélatonine. D'accord? Alors, la mélatonine, on sait qu'elle est impliquée dans un autre phénomène physiologique qui est important, c'est le sommeil. OK? Alors, on voit ici qu'il y a un élément qui est extrêmement important parce qu'on a parlé de besoins au début de cette présentation. Hein, on a dit que l'air est indispensable. OK? Mais là, on a un autre besoin, le sommeil, qui dépend, lui, OK, d'une exposition à la lumière du jour qui est suffisante et fréquente. D'accord? Alors, extrêmement important, OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment faire pour améliorer leur sommeil et le secret est gratuit, le secret se trouve à l'extérieur. C'est une exposition à la lumière du jour dans l'heure qui suit le réveil. D'accord? Ça, c'est généralement pour ceux qui ont un problème avec l'endormissement. Pour ceux qui ont un problème avec le maintien du sommeil, parce qu'ils ont un sommeil qui est fragmenté, une deuxième exposition en début d'après-midi à l'extérieur, on fait 10 à 15 minutes, jusqu'à 30 minutes, va aider maintenant au maintien du sommeil pour les raisons qu'on vient d'évoquer. D'accord? Maintenant, plusieurs patients me posent la question, OK, mais Dominique, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Avec des journées beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, on a avancé l'heure. Alors, les journées vont s'allonger, même si la journée d'aujourd'hui est un peu plus difficile parce qu'on a dormi 1 heure de moins. Alors, l'astuce à considérer en hiver, c'est d'avoir une lampe de luminothérapie. Mais toutes les lampes de luminothérapie ne sont pas faites de manière égale. Il faut considérer une lampe qui produit une luminosité d'au moins 10 000 lux. Et lux, c'est l'unité de mesure de la luminosité. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés, c'est une lampe très importante, ne gaspillez pas votre argent. Si la lampe ne parvient pas à produire une luminosité de 10 000 lux, probablement qu'elle n'est pas utile. Deuxième chose à considérer, c'est sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez acheter, non pas acheter, mais télécharger une application qui peut vous dire la luminosité dans l'endroit où vous vous trouvez. D'accord? Vous avez juste à taper Lux sur Google Play ou Apple Store et vous allez pouvoir trouver, on va dire, un luxomètre, une application pour mesurer de manière approximative la luminosité dans votre environnement. OK? Maintenant, l'autre chose par rapport au soleil qui est intéressant, je ne vais pas trop m'arrêter sur la vitamine D, mais il faut quand même la mentionner. La vitamine D a plusieurs fonctions physiologiques intéressantes, mais pour être honnête avec vous, au-delà des effets qui sont liés à l'ossature, okay, à notre système squelettique, la vitamine D demeure un mystère au niveau de la communauté médicale. Okay, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la vitamine D. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a un niveau de vitamine D à un niveau qui est optimal, il semble que il y a beaucoup de fonctions physiologiques qui sont améliorées. Okay? Entre autres, on sait aujourd'hui que la vitamine D est un immunomodulateur qui va intervenir également dans notre capacité à apaiser un système immunitaire qui peut être stimulé par différentes choses qui sont peut-être même pas un problème. Okay? Encore une fois, la vitamine D est un neuromodulateur. D'accord? Il vient agir en tant que frein à notre système immunitaire. Okay? Je viens de recevoir un signal qui me dit que j'ai la parole un peu trop libre, alors je vais m'arrêter bientôt. Peut-être une dernière chose pour le soleil, si vous me permettez, c'est que les rayons ultraviolets vont intervenir dans la production de vitamine D, ça c'est assez connu, mais ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que les rayons du soleil ont différentes longueurs d'onde. Okay?
On connaît bien les UVB, d'accord? Mais il y a différentes longueurs d'onde. Et une des ondes du soleil, c'est l'onde infrarouge. D'accord? Alors, l'onde infrarouge, c'est cette onde-là qui va faire en sorte que vous êtes en train, encore une fois, de lire maintenant Tragédie des siècles à côté d'une fenêtre et vous ressentez, même sous votre chandail, la chaleur. OK? Alors, cette chaleur-là, ce sont les ondes infrarouges qui stimulent le thermorécepteur de votre peau. D'accord? Ce qui est intéressant avec l'onde infrarouge qui provient de la lumière du soleil, c'est que elle pénètre la peau, elle pénètre également les cellules et elle va jusqu'aux organelles, et une organelle spécifique qui est la mitochondrie, OK, pour maintenant intervenir ou avoir une influence sur la physiologie de la mitochondrie. Et ce qu'on doit se rappeler maintenant, c'est que au niveau de nos cellules, la mitochondrie, c'est l'usine à énergie. OK? Encore une fois, la mitochondrie, c'est l'usine à énergie. Okay? Alors, lorsque j'ai une exposition saine, okay, saine au soleil, ce qui inclut les ondes infrarouges, ce qui arrive, c'est que je permets aux usines à énergie de mon corps de fonctionner de manière plus optimale. Et ça, c'est réellement un aspect de la biologie moléculaire et cellulaire qui est en pleine émergence. Il y a plusieurs articles qui sont en train d'être écrits là-dessus, entre autres. Il y a Dr. Schwartz, qui est un pneumologue et intensiviste aux États-Unis, à l'Université Loma Linda, qui a fait plusieurs présentations là-dessus. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à lire les articles rédigés là-dessus et bien sûr les vidéos sur YouTube. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'il y a des questions. Alors, je vais passer la parole à Irly afin de faire ton rôle de modérateur. Londel va prendre les questions. C'est que vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main et Londel va vous permettre de parler et de poser des questions à Dominique Noël. Merci. Merci, Irly. Nous remercions notre présentateur, Dominique. Et c'est super, on a appris beaucoup de choses. Il y a déjà une question dans le chat. Je vous invite aussi à écrire vos questions dans le chat ou à lever la main. Il y a Israéline qui va prendre les questions à main levée. Et je commence avec la première question. Dominique, quel conseil pour une femme enceinte qui fait face au défi de la mauvaise qualité de l'air? Est-ce que cela a un impact sur le fœtus? Ouais, c'est une excellente question, ça. Je vous dirais que la réponse est absolument. Alors, il y a différentes choses à considérer ici. Moi, je vous dirais que si c'est un problème de moisissure, c'est un problème d'émanation, c'est-à-dire que la personne en question sent ou perçoit des odeurs ou des émanations dans la maison. Si la maison lui appartient, bien sûr, il faut commencer à faire des changements au niveau de la structure de la maison ou s'assurer d'avoir un bon système de ventilation. Si c'est un espace qui est loué, il faut parler absolument au propriétaire, d'accord? Alors, mais une chose qu'on peut faire déjà, c'est favoriser la circulation de l'air. Ok, ça c'est quelque chose qui est très simple. Ok, on favorise la circulation de l'air. Bien sûr, si vous habitez juste en face de l'autoroute 40 à Montréal, c'est un problème. Ok, alors on va assumer que c'est pas le cas. Ok, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui habitent juste en face d'une autoroute. Alors, je vais assumer que vous n'êtes pas dans cette situation exceptionnelle. La circulation d'air est extrêmement importante. La deuxième chose à considérer, c'est avoir des plantes dans la maison. OK? Pas nécessairement dans la chambre à coucher nécessairement, parce que comme je vous l'ai dit, la captation du CO2 se fait lorsqu'il y a exposition avec le soleil. OK? Alors, on ne veut pas se mettre dans une situation où, bien sûr, on n'a pas ce bénéfice-là d'avoir la plante ou les plantes dans notre chambre à coucher. Alors, encore une fois, pour résumer, OK, oui, on contacte le propriétaire pour qu'il fasse
remplisse ses responsabilités au niveau de la qualité de l'air dans l'appartement. Si il accepte, mais qu'il y a un délai, bien sûr, on n'est pas proche d'une autoroute ou d'une usine, s'assurer d'avoir une bonne circulation d'air. On ouvre les fenêtres fréquemment pour permettre la circulation. Et finalement, avoir des plantes en côté dans la maison qui vont nous servir d'assainisseur d'air. Et finalement, si on est prêt à investir un peu, définitivement, acheter un purificateur d'air de bonne qualité. Moi, j'ai fait l'achat d'un purificateur d'air de bonne qualité et ça fait une différence. Alors, je vous encourage à considérer ces stratégies-là. Merci beaucoup, Dominique. Irly, par la suite, Nadine. Oui, merci Dominique pour la présentation, c'est très édifiant. Et tu as parlé du contexte naturel, on va dire, par rapport à quelqu'un qui fait de la course proche d'une autoroute. Fait que le contexte naturel d'une personne qui habite en ville serait de toujours aller dans un parc, si je comprends bien, ou de chercher des endroits où il y a beaucoup d'arbres pour courir au lieu de courir proche de la métropolitaine ou d'une autoroute où il y a une compagnie toxique. Vraiment de chercher un endroit. Sinon, c'est comme si on pratique une contrefaçon quasiment pour la pression artérielle va augmenter parce que tu ne respires pas bien, mais tu mets plus de pression sur ton système. Fait est-ce que vraiment les gens qui courent doivent chercher un endroit plus bénéfique pour courir? Et deuxièmement, ma question, j'avais jamais entendu ça, qu'on reçoit une double respiration pour à l'extérieur, dans un endroit, on va dire, naturel, plus naturel. Et ça me fait penser un peu à le Saint-Esprit quand tu as une double portion, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qui cause ça? J'aimerais que tu étais un petit peu sur ça rapidement. OK. Alors, pour la première question, en anglais, il y a une expression qui dit, et je suis d'accord avec cette expression en général, you can't let the perfect be the enemy of the good. On ne peut pas laisser la perfection devenir l'ennemi du bon. OK? Le problème, OK? Puis là, on va aller à une situation qui n'est pas si exceptionnelle que ça à Montréal l'été, OK? Surtout en juillet, on parle des épisodes de smog, OK? Aller courir à l'extérieur à 1h de l'après-midi, en épisode de smog, OK? C'est pas une bonne chose, OK? C'est juste pas une bonne chose. Similairement, maintenant, si on revient à ta question, s'amuser à courir le long de la 40, et là, je parle de la 40 à Montréal, excusez-moi pour ceux à Ottawa, je connais pas les autoroutes à Ottawa ou dans les autres villes. Mais la 40, qui est une autoroute qui est achalandée, s'amuser à courir le long de la 40 chaque jour, c'est pas une bonne chose. OK? De la même manière que faire du tapis roulant dans le sous-sol, là où on a entreposé de la peinture, des solvants et autres produits chimiques. Oui, je fais mon activité physique, mais je suis dans un contexte où il y a des particules, où il y a des produits qui viennent altérer significativement la qualité de mon air. On a ici un air qui va être ionisé de manière positive, un air qui va être rempli de particules et qui va affecter justement, à long terme en tout cas, moyen et court terme, ma physiologie en général. Alors, pour répondre à ta question maintenant, oui, il faut éviter de courir auprès des autoroutes. Et si on court à l'extérieur, favoriser l'activité physique dans des parcs, là où on a de la verdure, et même en ville, parce que il y a un effort qui est mis, en tout cas dans le nord de l'Ontario, c'est le cas, il y a un effort qui est déployé pour créer des espaces verts un peu partout. Alors, choisir des espaces verts si on veut faire de l'activité à l'extérieur et ne pas choisir de le faire dans des endroits où il y a du ciment et du mortier partout. Maintenant, pour la double respiration, écoute, on n'a pas vraiment d'explication encore là-dessus. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que il semble que ce soit un phénomène qui est présent chez beaucoup de mammifères.
Entre autres, c'est présent chez le rat également, chez la souris. Et on voit aussi que c'est associé à un état de relaxation, un état d'apaisement. Jusqu'à présent, c'est plus des observations qu'on peut faire. On voit également que lorsque on pratique cette double respiration qui est complète, cette activation du système parasympathique qui est l'état, encore une fois, de récupération, l'état de repos pour les personnes qui font de l'anxiété, entre autres, leurs symptômes sont apaisés. Mais est-ce qu'on connaît exactement le mécanisme? On n'est pas encore rendu là, malheureusement, mais avec le temps, je pense que l'information va pouvoir sortir et être disponible. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Nous avons une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un purificateur d'air et un déshumidificateur et lequel est mieux approprié pour une bonne respiration en fonction des saisons? Oui, encore une fois, une très, très bonne question. Alors, on va commencer avec le purificateur d'air. Okay. Alors, le purificateur d'air a un filtre initial, j'oublie le nom de ce filtre-là, mais ensuite, il y a comme une espèce de feuille de carbone. Okay? Si vous avez déjà vu un bon purificateur d'air, il y a ces deux éléments-là. On a un filtre et on a une feuille de carbone. La feuille de carbone, généralement, est noire. Okay? C'est assez mince, d'accord? Et le but du purificateur d'air est simple. C'est capter les polluants qui se trouvent, les particules qui se trouvent dans votre environnement. Okay? C'est ça le but du purificateur d'air. Et un bon purificateur d'air va purifier l'air de manière assez régulière. Okay? Je pense que c'est 1 à 2 changements d'air complets pour une salle, une chambre à coucher moyenne, là, 11 par 12 pieds, à peu près 2 fois à l'heure. Okay? Encore une fois, le purificateur d'air, ce que ça fait, c'est que ça capte les polluants qui se trouvent dans l'air respirable d'une salle. OK? Le déshumidificateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient diminuer le taux d'humidité qui se trouve dans la salle. D'accord? Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le taux d'humidité optimal? OK? Si ma mémoire m'est fidèle, on parle ici entre 30 et 50%, OK? Au niveau de la fenêtre optimale d'humidité dans une pièce, d'accord? Lorsque c'est moins que ça, la peau devient sèche, encore une fois, la cavité nasale devient sèche, la bouche est sèche, etc. Puis on a une augmentation du risque d'infection, etc. Et lorsque c'est plus haut que ça, on devient fatigué, léthargique, très, très, très inconfortable. Il y a d'autres risques qui peuvent être associés à ça. Alors, encore une fois, pour la fenêtre optimale, si ma mémoire m'est fidèle, c'est entre 30 à 50% pour l'humidité. Et pour le purificateur d'air ici, le but, c'est d'avoir le moins de particules possible dans la salle où on se trouve afin d'avoir un air le plus sain, le plus frais possible. D'accord? Vous êtes en sourdine, Nadino. OK. Il y avait Bernard qui avait une question. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle présentation. J'ai appris beaucoup. Vous avez parlé de la plante dans la chambre, mais il y a beaucoup de gens qui disent souvent lorsqu'on dort avec les plantes, ça a des effets négatifs sur la santé. Donc, comme vous avez si bien expliqué, donc le jour, la plante, elle absorbe le gaz carbonique par le biais de la lumière pour faire la photosynthèse. Et c'est grâce à la plante, nous avons pu bénéficier de l'oxygène pour pouvoir respirer. Donc, Dieu l'a si bien fait. Donc, sans la plante, on ne peut pas respirer, donc il n'y a pas de la vie. Mais le contraire, c'est que lorsque la plante est dans une salle ou bien dans une chambre, le soir, donc elle ne trouve pas de lumière. Bon, si on ne met pas de lumière, d'autres lumières, tout ça, donc elle ne trouve pas de soleil. C'est le processus inverse. Donc, c'est-à-dire, au lieu de donner l'oxygène, donc la plante donne du gaz carbonique qui n'est pas tout à fait bon
pour la santé. Mais d'après ce qu'on vous avez vraiment bien dit, c'est que les expériences ont montré que le faible taux de gaz carbonique que la plante dégage peut-être dans la soirée, dans une chambre, c'est négligeable, il n'y a aucun danger pour la santé. Non, Donc, ça, en fait, merci de me donner l'opportunité de clarifier. C'est que moi, ce que j'ai voulu exprimer, c'est oui, avoir des plantes dans la maison, mais pas dans la chambre. OK? Pas dans la chambre à coucher parce que justement, en tout cas, en ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai pas suffisamment d'informations pour confirmer que c'est une pratique qui est sécuritaire pour les raisons que vous venez d'évoquer, le fait que c'est le phénomène inverse la nuit. Moi, personnellement, j'encourage les gens, oui, à avoir des plantes dans la maison, mais pas dans la chambre à coucher. OK, merci. Donc, l'autre point, donc, c'est surtout la lumière. Ouais. Je ne me rappelle pas si c'est la mélatonine ou bien, donc, et je pense qu'il n'est pas conseillé de dormir avec la lumière donc, de la chambre, la lumière allumée. Est-ce que, selon vous, donc, est-ce que il y a comme une sorte un type de lumière qui est recommandé ou bien c'est pas, faut pas dormir donc, dans la chambre avec la lumière. Donc, ça peut avoir des conséquences sur la santé, c'est ça? OK. La première chose que je vais dire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de variations interindividuelles. D'accord? Moi, je peux dormir à midi, le soleil sur le visage, sans problème. Même chose à 9 heures du soir, pour avoir une lampe dans mon visage, je vais dormir sans problème. Okay? Mon épouse, j'ai l'impression parfois que juste la lueur de la lumière de la toilette en dessous de la porte la réveille. Okay? Aucune tolérance à la lumière du tout. Okay? Maintenant, encore, je vais juste dire ça pour dire qu'il y a quand même de la variabilité entre les individus, mais règle générale, d'accord? Règle générale, toute lumière, OK, après le coucher du soleil peut affecter la qualité du sommeil. D'accord? Alors, ce qu'on encourage, entre autres, il y a un neuroscientifique, Dr. Andrew Huberman, qui encourage de commencer à tamiser les lumières après le coucher du soleil. OK? Et ce que ça va faire, c'est que le cerveau va commencer à entrer dans un mode où il se prépare à l'endormissement. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La lumière, en général, règle générale, c'est toute lumière après le coucher du soleil peut affecter la qualité de notre sommeil pour la nuit qui va commencer. Alors, il faut éviter les lumières vives durant la soirée. D'accord? Merci. On a Yoli, par la suite, Jeffrey. Oui, Dominique, j'ai reçu une question pour la respiration de boîte. Tu as parlé de respirer presque à chaque heure et que souvent les gens qui font du yoga ou de la méditation respirent assez régulièrement. Et comment voir ça dans un contexte chrétien? Je sais pas, si je commence à respirer à chaque heure. C'est quoi la respiration de boîte? Puis, comment se sentir sans être occulté, comme pour dire, oh non, il pratique quelque chose là, à chaque heure, il doit aller faire cette respiration-là. Fait que comment tu peux expliquer tout ça pour que une communauté chrétienne ne se sent pas en danger de dire que c'est ce type de respiration-là que tu fais? C'est une bonne question, bonne question. La respiration en boîte, il faut voir ça comme des push-ups. OK? Pour ceux qui ont déjà vu des gens faire du yoga, pour reprendre ton exemple, Yoli, il y a une position yoga qui ressemble à des push-ups. OK? Mais moi, si je fais des push-ups, c'est pas du yoga que je fais. Ouais? Pourquoi est-ce que je donne cet exemple-là? C'est pas parce que Satan a déformé quelque chose, il y a pas quelque chose de bon, il l'a déformé, que moi, je vais dire, OK, parce que Satan a déformé cette chose-là, je ne la fais pas. OK? Mais au départ,
Dieu avait conçu déjà ça. Dieu nous a conçus avec ce système Pour de respirer. respiration qui va nous permettre d'activer notre système parasympathique. Dieu nous a conçus comme ça. Mais Satan, lui, maintenant, il a déformé ça. OK? Mais moi, je peux me dire, OK, Satan a déformé cette pratique pour l'associer à l'occultisme, mais moi, je l'utilise de manière saine pour améliorer ma santé en général. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, OK? Parce qu'on est un peu comme les Israélites qui avons vécu à Babylone aujourd'hui, parce que nous sommes entourés de gens païens qui ne croient pas, d'accord? Alors, à cause des influences que nous avons eues durant toute notre vie, OK? Il y a des personnes, même bien intentionnées, qui pourraient commencer à faire cette pratique qui ne dure qu'une minute. Je veux préciser ici, c'est 1 minute, d'accord? 1 minute à chaque heure, OK? On peut faire ça à notre bureau, on peut faire ça sur le trône lorsqu'on a besoin d'un soulagement, OK? Mais c'est 1 minute à chaque heure qui est suggérée, d'accord? Mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, les influences qu'on a eues peuvent faire en sorte qu'une personne, pendant qu'elle fait sa minute, elle va dire « L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. » Elle commence à faire une espèce de mantra. Okay? Et moi, c'est pas ça que j'encourage. Parce que les mantras, les espèces de paroles qu'on répète, ça, c'est pas chrétien, ça. OK? On est d'accord là-dessus. OK? C'est pour ça que j'apprécie la question. OK? Parce que c'est tout naturel pour une personne de se dire que pendant que je prends ma respiration, je vais juste m'imaginer Jésus. C'est pas ça que je suis en train de dire. OK? Lorsqu'on fait ce type d'exercice, on se concentre sur l'exercice. Parce que quand je fais mes push-ups, OK, je me concentre sur mes push-ups. Okay? Je ne me concentre pas sur un mantra, je ne sais pas de m'imaginer les 144 000, je me concentre sur mes push-ups. OK? Ça, c'est très, 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 très important parce que lorsqu'on commence à faire une espèce de chevauchement, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans une espèce de syncrétisme. Là, OK? C'est comme ça qu'on rentre, entre autres, dans le yoga puis dans le taoïsme. OK? L'Éternel nous dit que c'est une bonne chose de faire de l'activité physique. On fait l'activité physique. Right? Est-ce qu'on peut avoir un esprit de reconnaissance? Est-ce qu'on peut penser au bienfait de l'Éternel pendant l'activité physique? Absolument. Mais rentrer dans une espèce de transe, faire des mantras, faire de la visualisation, non. Okay. Le Seigneur n'est pas pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le débat est bien animé. Il y a encore des questions dans le chat. On dit que vous avez parlé d'ouvrir les fenêtres, surtout nous qui sommes au Canada même. Beaucoup de neige, il fait froid. Il y a aussi le télétravail et qui nous laisse prisonniers aussi de la maison, comme c'est mon cas. Vous allez parler d'ouvrir les fenêtres, qui est une bonne pratique. Est-ce qu'il y a une période précise? C'est à quel moment on peut le faire qui serait plus bénéfique? OK, il y a 2 moments. OK? Le premier moment, c'est pas pour... En fait, c'est pour la qualité de l'air, mais c'est davantage pour le sommeil. OK? Lorsqu'on s'endort, OK? Le corps déploie énormément d'énergie pour diminuer la température du corps. OK? Alors, pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'endormissement, je vous encourage, OK, à vous assurer que, le thermostat soit maximum 21 degrés, maximum, et deuxièmement, ouvrez un peu la fenêtre. OK? Ça va vous permettre de rentrer dans une température corporelle qui est compatible avec l'endormissement. Ça, c'est la première chose. OK? Moi, personnellement, là, j'ai pu convaincre ma conjointe aussi, la nuit, on a une fenêtre ouverte. OK? Pas complètement, d'accord, mais la fenêtre est ouverte. OK? Et on dort mieux comme ça. On dort beaucoup mieux comme ça. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on essaie d'être systématique, l'activité humaine se produit durant la journée. Right? Pendant la nuit, la majorité de l'activité humaine est en suspens.
D'accord? Ça veut dire que l'air est beaucoup plus frais et moins souillé tôt le matin. OK? Alors, si vous deviez choisir un moment où faire la circulation d'air, moi, je vous dirais que au réveil, ouvrez les fenêtres pour faire la circulation d'air. Parce que même en ville, l'air est beaucoup plus propre, beaucoup plus frais le matin, alors que l'activité humaine a été en suspens durant toute la nuit. Merci beaucoup Dominique. On avait une main levée, c'est frère Jephté Simon qui avait une question à main levée. Et, merci encore une fois, Dominique. C'est une très belle présentation. Là. Je vais la revisionner. J'ai appris beaucoup. Et je reviens sur l'aspect du dioxyde de carbone des plantes à la maison. Alors, moi, je suis un profane là, au niveau de la chimie. Mais je me pose cette question et avec des plantes à la maison, surtout en absence de lumière ou un manque de luminosité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le dioxyde de carbone lié aux plantes soit, pour une raison ou une autre, qu'il y ait interaction avec d'autres éléments à la maison et que ça se transforme en monoxyde de carbone qui, lui, peut être très, très fatal pour l'humain. OK. Bonne question. Alors, je commence avec la partie la plus facile. OK? Le monoxyde de carbone n'est pas produit par les plantes. OK. Il peut être produit par la combustion de bois. OK? Mais les plantes vertes, les plantes empotées, OK, ne produisent pas de monoxyde de carbone. On va régler ça. Ça, c'est la partie la plus facile. En ce qui concerne les plantes empotées dans la maison en général, OK? Et là, on exclut les chambres à coucher, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas suffisamment d'informations pour encourager la pratique d'avoir des plantes empotées dans la chambre à coucher. Est-ce que c'est dangereux? Potentiellement, je ne sais pas, OK? Je ne crois pas, mais je peux pas encourager la pratique sans avoir confirmé qu'il n'y a pas de danger à cette pratique. Moi, je tends à penser que c'est pas dangereux, mais encore une fois, je vous invite à voir des plantes, mais pas dans la chambre à coucher. Maintenant, est-ce que la production de dioxyde de carbone est suffisante pour créer un problème dans la maison? La réponse est non. Okay? Parce que on a suffisamment de données pour indiquer que il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé en général pour la vaste majorité des gens qui ont pu obtenir des bénéfices d'assainissement de l'air en ayant des plantes dans leur maison versus des effets néfastes qui ne sont pas répertoriés à date dans la littérature. Moi, j'ai rien lu là-dessus en général. Pour un espace restreint, la chambre à coucher, je suis pas sûr, alors je vous invite à la prudence, mais je crois qu'il n'y a pas de problème, mais je vous invite à la prudence. Mais pour le reste de la maison, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est même encouragé. Oui, merci bien. Alors, peut-être que alors, vous avez répondu à la question, mais il y a un aspect, et peut-être que je me suis mal fait comprendre. En fait, dans ma tête, c'est pas que le monoxyde de carbone soit lié, alors, soit découlé des plantes, mais vu que le dioxyde de carbone est quand même lié aux plantes, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait une quelconque interaction avec d'autres éléments dans la maison et qu'à un moment donné, que le dioxyde de carbone se transforme en monoxyde de carbone? Ouais. Alors c'est une bonne question, encore une fois. Alors, la perte d'un atome d'oxygène, de CO2, là, il y a 2 atomes d'oxygène, right? La perte d'un atome d'oxygène doit se faire dans des conditions bien spécifiques. Okay? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que le monoxyde de carbone se fait avec la combustion, entre autres, de bois. Il y a d'autres procédés qui font ça également. D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir un phénomène quelconque dans une maison qui pourrait causer ça? Je vais vous répondre de cette manière.
vous et moi, nous respirons, n'est-ce pas? Ouais. On respire en moyenne la nuit au repos entre 6 à 10 fois par minute. Et à chaque fois qu'on expire, il y a du dioxyde de carbone. Right? Alors, moi, je ne connais pas de gens qui ont eu une expérience malheureuse où leur propre dioxyde de carbone qu'ils ont émis s'est transformé en monoxyde de carbone, même dans un espace restreint, comme par exemple on appelle ça encore les prisons de confinement là, où on met seulement une personne, un espace extrêmement restreint. Il n'y a personne qui s'est empoisonné avec son propre dioxyde de carbone, sauf quand, bien sûr, il n'y a pas du tout de source d'oxygène à ce moment-là. En fait, c'est pas le monoxyde de carbone, le problème, excusez-moi, c'est pas le monoxyde de carbone, le problème, c'est en fait une augmentation de la concentration du dioxyde de carbone qui va causer, bien sûr, la rareté de l'oxygène qui va causer l'évanouissement, etc. Alors, pour répondre à la question, la réponse est non. Non, pas du tout, parce que sinon, ça surviendrait avec notre propre dioxyde de carbone qu'on produit. Right? Merci. Je ne crois pas que ce soit une inquiétude à avoir. Merci. Il y a une autre question dans le chat. Étant donné les bienfaits de la sérotonine pour l'être humain, quels sont les symptômes qui peuvent apparaître quand il y a un manque de sérotonine chez un être humain? C'est une bonne question. Une question qui, aujourd'hui, si on avait posé la question il y a 3 ans, il y aurait moins de controverses dans un cercle de spécialistes en santé mentale. Mais aujourd'hui, une question comme ça pourrait causer de la controverse parce que il y a eu une méta-analyse qui a été publiée à la fin de l'automne. Une méta-analyse, c'est une étude des études, ok? C'est lorsqu'on prend toutes les études sur un sujet, ok? Et on prend la variable qu'on essaie, ou la variable qu'on essaie d'étudier, puis on essaie de prendre tous les résultats ensemble pour essayer d'amplifier le résultat, ok? Parce qu'une étude, par exemple, peut avoir 50 participants, une autre étude sur le même sujet peut avoir 20 participants. Alors, en faisant une étude des études, on a un plus grand nombre de participants. Alors, la puissance de l'étude qu'on appelle est plus grande. Okay? Alors, une méta-analyse, c'est ça que ça fait. Alors, la méta-analyse, ce qu'elle a voulu déterminer, c'est lorsque j'augmente de manière exogène. Exogène, ça veut dire ça vient de l'extérieur. Okay? Lorsque j'augmente de manière exogène, okay, la quantité de sérotonine dans l'organisme, okay, et que je mesure maintenant la concentration en sérotonine, est-ce qu'on voit un lien de cause à effet sur l'humeur? Okay? Puis la méta-analyse qui vient de sortir dit que les deux phénomènes semblent complètement dissociés. Il n'y a pas de lien. Okay? Maintenant, est-ce que ça veut dire que la sérotonine n'a aucun effet sur l'humeur? Pas du tout. Il n'y a aucun expert qui vient à cette conclusion. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore une fois une variabilité individuelle. Hein? Certaines personnes qui font de l'anxiété ou de la dépression, et moi je vous dirais que selon mon expérience, okay, c'est autour de 60%. Mon expérience, alors je suis pas un auteur d'article, okay, c'est mon expérience. À peu près 60% des gens qui, pour une raison quelconque, sont sur une médication qui augmente la sérotonine, vont pouvoir voir une amélioration de leur humeur. Okay? Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est l'autre question, parce que là, on a parlé des médicaments, mais est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser des stratégies naturelles ou du style de vie pour augmenter la sérotonine? Moi, j'aimerais vous suggérer que oui. Okay? Pourquoi? Parce que l'expérience qu'on a au niveau de par exemple, on sait qu'il y a certaines habitudes qui augmentent la sérotonine. Okay? Par exemple, la sérotonine a un accès plus facile au cerveau lorsqu'on mange un repas riche en hydrates de carbone. Pas raffiné, là. Je parle pas de prendre la cuillère de sucre blanc. Non, je parle de céréales complètes. Okay? Parce que je sais que maintenant, aujourd'hui, les glucides sont démonisés. Okay? Mais moi, je parle de céréales complètes ici.
on sait que lorsqu'on a une alimentation qui sont riches en céréales complètes, la sérotonine a un effet qui est bonifié et ça correspond à cette espèce de sentiment de bien-être qu'on mange, excuse-moi, qu'on ressent après avoir mangé un bon repas. OK? En anglais, on dit qu'il y a une espèce de high. OK? Puis ça, entre autres, il y a plusieurs experts qui spéculent que c'est dû justement à une meilleure signalisation via les réseaux sérotoninergiques parce que le glucose vient ouvrir la porte d'entrée pour la sérotonine, OK, dans notre cerveau. OK? Fait ça, c'est une indication que oui, c'est une bonne chose de mettre en place dans notre style de vie des stratégies pour optimiser le fonctionnement de la sérotonine dans notre corps. Maintenant, est-ce que la sérotonine est le seul facteur? La réponse est non. On sait maintenant, avec cette méta-analyse, que ce n'est pas le seul facteur. Il semble qu'il y ait d'autres variables qui sont impliquées ici. Mais encore une fois, pour répondre à la question, oui, il faut absolument considérer et rechercher et mettre en place des stratégies pour augmenter la sérotonine. Et entre autres, on a parlé tout à l'heure du soleil le matin. L'exposition au soleil le matin, durant la première heure après le réveil, va augmenter la sérotonine. Une alimentation qui inclut les glucides sains, entiers, céréales entières, va augmenter la sérotonine. Les relations interpersonnelles saines. OK, maintenant, on sait que les relations interpersonnelles saines est probablement le facteur le plus important pour l'expérience humaine qu'on appelle du bonheur. OK? Et ça a un effet également sur la longévité. OK? Alors, mais incidemment, ça cause également une montée de la sérotonine. OK? L'autre chose qui est importante aussi, une alimentation riche en fibres, parce qu'aujourd'hui, on sait, on sait aujourd'hui, mais avant, on pensait que la majorité de toute la sérotonine était produite dans le cerveau. OK? Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être stressé dans une situation et où est-ce qu'on ressent le stress? On le ressent où? Dans le ventre, non? Est-ce que ça vous arrive, ça? On sent que le ventre est noué. Certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, c'est la diarrhée automatique. Malheureusement, je fais partie d'une de ces personnes et si je ne me suis pas absenté, c'est parce que je ne suis pas si stressé que ça. C'est bon. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le stress a un impact sur la population bactérienne de notre système digestif. OK? Et il y a certaines personnes qui disent que cette dysbiosis-là, c'est-à-dire ce changement au niveau de la population de micro-organismes, est aussi impliqué lorsque la production endogène de sérotonine est déficiente. On sait maintenant que 90% de la sérotonine, près de 90% de la sérotonine produite dans le corps provient des bonnes bactéries dans notre système digestif. OK? Alors, qu'est-ce qu'elles mangent, nos bonnes bactéries? Elles mangent des fibres. Et ça, c'est le point ici qui est important. Les bonnes bactéries, on appelle ça des prébiotiques. Probiotiques, c'est les bactéries. Les prébiotiques, c'est ce que les bactéries mangent. Ce sont des fibres. Alors, avoir une alimentation riche en fibres favorise la prolifération de bonnes bactéries dans notre système digestif. Et ça vient intervenir ou vient aider la production de sérotonine dans notre organisme. OK? Alors, encore une fois, pour répondre à la question de la personne, oui, j'encourage la mise en place de stratégies pour améliorer ou maintenir la quantité de sérotonine dans notre corps, surtout notre cerveau. Ben, je pense que nous sommes arrivés à la fin, vu qu'il n'y a pas plus de main levée et plus de questions dans le chat aussi. Je ne sais pas, Dominique, si vous voulez faire juste un mot de conclusion par rapport à la présentation, sinon je vais faire les remerciements. Est-ce que vous voulez juste conclure? Oui. J'aimerais conclure avec peut-être un concept que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Atomic Habits, les habitudes atomiques. L'auteur, c'est James Clear. Puis, ce qu'il dit, c'est que chaque action que nous posons est un vote
pour la personne que nous voulons être. Right? Chaque action que nous posons est un vote pour la personne que nous voulons être. Right? Aussi, je crois que l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'était d'avoir des informations sur la manière que l'air peut contribuer à notre santé. Puis je peux comprendre que comme la sœur qui a posé la question sur sa situation, elle est enceinte et puis elle peut avoir des préoccupations sur la qualité de l'air. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si je suis une personne qui veut être en santé, je peux aujourd'hui faire un pas dans la bonne direction pour améliorer la qualité de l'air où je vis ou améliorer ma respiration en général. D'accord? Parce que ce qui est bien avec les habitudes, ok, c'est que on n'est pas obligé de passer de 0 à 100%. Ok? Chaque action que nous posons, même si on n'a pas encore atteint un niveau optimal, mais chaque action que nous posons est un vote pour la personne que nous voulons être. Merci beaucoup et toute bonne chose a une fin. Le groupe Rayon d'Espoir est heureux et remercie le Dieu créateur d'abord de qui vient notre respiration, nos mouvements et l'être. Ensuite, le présentateur Dominique Noël qui a fait une excellente présentation et je pense que tout le monde a été édifié. Merci beaucoup Dominique pour les conseils dont tu nous as prodigué. Merci aussi à chaque personne, chaque invité qui a laissé vraiment leur travail, leurs activités habituelles pour venir nous assister. Merci au staff aussi. Et nous voulons remercier aussi ceux qui vont regarder l'émission plus tard via notre chaîne YouTube. Nous vous remercions à l'avance pour votre précieux temps. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. La prière finale va être faite par notre frère Bernard. Prenons une position révérencieuse pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu as permis au staff Rayon d'Espoir de pouvoir présenter ce sujet très, très intéressant pour nous. Et nous te disons merci encore une fois pour les conférenciers Dominique qui a pu nous présenter, nous délivrer des conseils extrêmement intéressants donc qui vont nous servir dans notre vie quotidienne. Nous disons merci de ce que nos amis, nos visiteurs donc, ont pu participer avec nous. Nous te disons merci pour tout cela. Et ceux qui vont pouvoir regarder donc cette émission sur YouTube bientôt, nous te demandons de bien vouloir les assister, permet au moins est-ce qu'ils puissent trouver quelque chose au bénéfice de leur bien-être. Nous te disons merci encore pour le staff, que nous puissions mettre ces conseils en pratique et qui vont nous servir dans nos comportements quotidiens. Nous voyons encore une fois comment la respiration, respirer l'air de bonne qualité, c'est indispensable même pour la santé. Tandis que nous allons quitter cet espace, cette plateforme, que ton Saint-Esprit soit avec nous. Encore une fois, donne-nous de nouvelles idées de pouvoir partager avec nos amis. Encore une fois, bénis-nous au nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Amen.